L'or du Burkina Faso appartient-il enfin à son peuple? Ou ce pari audacieux mènera-t-il à un désastre économique, comme le prédisent tant d'experts occidentaux? Imaginez. En pleine nuit, alors que la ville dort, un communiqué tombe comme la foudre. Le Burkina Faso annule, d'un trait, tous les permis miniers étrangers. Aucune compensation. Un coup de tonnerre. Les géants mondiaux qui pillaient encore hier l'or du pays sont pris de court. L'économie mondiale vacille. Derrière ce choix radical, un homme, le capitaine Ibrahim Traoré, âgé de seulement 34 ans. Il ne vient pas des salons dorés de l'Occident, mais porte la voix d'un peuple épuisé par le pillage. Il promet la rupture. Désormais, l'or du Faso ne remplira plus les coffres de banques lointaines, mais nourrira les enfants de Ouagadougou. Dans les rues, c'est l'effervescence. Les drapeaux burkinabés claquent, les chants éclatent. Le peuple célèbre ce regain de pouvoir, cette audace retrouvée. Pendant ce temps, à Paris, à Londres, à Washington, les experts hurlent à la catastrophe. Ils parlent de ruine, de famine, d'isolement inévitable. Mais pour les Burkinabés, c'est la fin des promesses trahies. Vous le sentez, ce frisson? Toute l'Afrique retient son souffle. Est-ce l'aube d'une renaissance ou l'ouverture d'un gouffre? Le choix de Traoré dépasse la politique. C'est le rêve d'émancipation africaine qui se joue, ici et maintenant. Resterons-nous spectateurs de nos propres ressources ou oserons-nous enfin changer l'histoire? Mais la route est semée d'embûches. Si ce pari échoue, ce sera la preuve que l'Afrique reste prisonnière, que la souveraineté n'est qu'un mirage. Mais si le Burkina Faso réussit, alors tout le continent pourrait se relever, et le monde devra s'incliner devant cette nouvelle réalité. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce basculement, il faut revenir sur des décennies de frustration et de spoliation. Comment un pays aussi riche en or que le Burkina Faso peut-il demeurer l'un des plus pauvres de la planète? Ce paradoxe bouleverse. Sous ces terres dorment des milliards en richesse, mais la grande majorité vit avec moins d'1 € par jour. Comment expliquer que la fortune du sol ne nourrisse pas ceux qui y travaillent? Aujourd'hui, le Burkina Faso figure parmi les plus grands producteurs d'or du continent africain, et même du monde. Pourtant, ce métal précieux profite surtout à des intérêts étrangers. Près de 80% des exportations concernent l'or, mais dans les villages, l'eau potable, les soins et l'éducation sont souvent des luxes inaccessibles. Ce drame ne date pas d'hier. Depuis des décennies, des sociétés minières étrangères exploitent le sous-sol grâce à des contrats obscurs, négociés loin de Ouagadougou. Les multinationales, appuyées par des courtiers locaux, extraient l'or, l'exportent, puis abandonnent derrière elles des paysages dévastés, des nappes polluées et une population désespérée. Ce système a rendu le Burkina Faso dépendant d'une poignée de firmes qui profitent des failles juridiques et d'accords taillés sur mesure. Parfois, les entreprises versent aux autorités locales à peine une fraction des profits générés, quand elles ne pratiquent pas l'évasion fiscale. Résultat, l'or du Burkina Faso enrichit des actionnaires invisibles, tandis que le pays reste classé parmi les plus pauvres, selon l'indice de développement humain. Face à cette injustice, la colère a grandi. Les Burkinabés, jeunes et vieux, se sont mis à questionner ce sort. Pourquoi le sol doré de leur pays profite-t-il aux autres? Pourquoi tant de familles doivent-elles choisir entre manger et envoyer leurs enfants à l'école, alors que des tonnes d'or partent chaque année à l'étranger? Dans ce contexte, un nouveau visage a surgi. Ibrahim Traoré, jeune capitaine de 34 ans, forgé par la vie et la lutte quotidienne du peuple. À la différence de tant de dirigeants, il n'a pas seulement dénoncé l'ordre établi. Il a refusé la soumission, prônant une rupture radicale, que l'or du Burkina Faso serve enfin à nourrir, à soigner et à instruire ses propres enfants. Le danger est immense. Tourner le dos à cette exploitation, c'est défier des puissances économiques, risquer l'isolement, la pression internationale, l'incertitude. Mais détourner les yeux, c'est condamner des générations à la misère et à l'impuissance. Pourtant, un souffle d'espoir s'élève. Le peuple se rassemble autour d'un rêve commun. Les drapeaux s'élèvent, les regards brillent. La question n'est plus de savoir si le Burkina Faso peut changer son destin,
Mais comment il va briser les chaînes de l'exploitation qui l'entravent depuis si longtemps? Mais ce projet de rupture ne tarde pas à inquiéter. Car lorsqu'un pays décide de reprendre le contrôle de ses ressources, tout l'équilibre régional et international vacille. Peut-on vraiment briser la dépendance sans tout sacrifier? Tout bascule avec l'annonce fracassante d'une nouvelle loi. La loi 0-5-16-24. Désormais, toute entreprise minière reconnue coupable de corruption ou de fraude est bannie. En une seule signature, le Burkina Faso rompt avec des décennies d'abus et d'impunité étrangère. La riposte mondiale est immédiate. Les médias occidentaux crient au désastre, annoncent la ruine, l'isolement, la fuite des capitaux et des investisseurs effrayés. Les experts prédisent une crise sans précédent, une descente inévitable vers la pauvreté. Mais sur le terrain, l'ambiance est tout autre. À Ouagadougou comme en province, une marée humaine descend dans les rues, drapeaux brandis, célébrant cette rupture historique. Les mineurs, longtemps ignorés, avancent à visage découvert, fiers de pouvoir enfin défendre leurs terres et leur avenir. Les premiers mois réservent des surprises. Contrairement aux pronostics, la production d'or ne chute pas. Elle grimpe, portée par l'enthousiasme et la mobilisation collective. Pour la première fois, les profits restent au pays, investis dans les écoles, les routes et les dispensaires. Le cercle vicieux de la dépendance laisse place à un nouvel élan de confiance et de croissance. Ce bouleversement ne passe pas inaperçu. Les voisins du Mali et du Niger observent, fascinés. Le Burkina Faso devient un modèle, un laboratoire audacieux, susceptible de déclencher une réaction en chaîne à travers la région. Pourtant, rien n'est gagné. Si l'expérience tourne court, la sanction sera terrible. Isolement, appauvrissement, perte de crédibilité sur la scène internationale. Le pays avance sur une ligne de crête, chaque succès ou échec pouvant tout faire basculer. Derrière l'euphorie, une question persiste. Comment mesurer la réussite? Et quelle réponse opposer à ceux qui annoncent déjà la catastrophe? Traoré et son équipe doivent maintenant prouver que leur pari tient la route. Les premiers signaux concrets vont-ils suffire à convaincre les sceptiques et à déjouer les pièges tendus par les adversaires? Et si le pari burkinabé bouleversait réellement le destin de l'Afrique tout entière? L'acte d'Ibrahim Traoré, audacieux et sans précédent, n'a pas simplement secoué Ouagadougou. Il a fissuré les certitudes d'un ordre établi depuis des décennies. En quelques mois seulement, les résultats sont visibles. La production d'or désormais contrôlée par l'État grimpe, et les bénéfices ne disparaissent plus dans des circuits opaques. Ils financent aujourd'hui la rénovation de routes, l'équipement d'hôpitaux, la construction d'écoles là où seul le sable régnait hier. Mais le vrai séisme, c'est l'explosion des emplois locaux. Pour la première fois, des dizaines de milliers de Burkinabés travaillent sur leurs terres, protégés par des salaires décents et des conditions améliorées. Cette vague de confiance attire de petits investisseurs du pays, ravivant l'espoir d'un avenir bâti de leurs propres mains. Dans les rues de la capitale, la fierté est nouvelle, presque fébrile. L'investissement national atteint des sommets inédits. Les recettes de l'or restent au Burkina Faso. Elles alimentent des bourses, des soins, des programmes pour les mères et les enfants, au lieu de s'envoler vers des paradis fiscaux lointains. Le souffle de ce changement traverse les frontières. Au Mali comme au Niger, longtemps soumis aux mêmes logiques d'exploitation, les dirigeants observent le virage burkinabé avec une attention mêlée d'ambition. L'alliance des États du Sahel, naguère fragile, se mue en bloc soudé par une idée simple. La souveraineté sur les richesses n'est plus un mirage, mais une arme. Ce front uni commence à peser sur la scène africaine, jusque dans les couloirs feutrés de la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest n'a jamais paru aussi proche d'un basculement où l'économie ne se décide plus ailleurs, mais sur ses propres terres. Pourtant, tout reste fragile. 3 scénarios se dessinent. Premier chemin. Le Burkina Faso maintient sa stabilité et sa croissance, devenant un exemple prudent mais réel pour ses voisins. Deuxième issue, l'expérience burkinabé embrase la région, accélère la coopération et amorce une véritable renaissance du Sahel. Troisième issue, plus sombre. L'isolement diplomatique ou la pression économique étrangère brise cet élan,
replongeant le pays dans ses vieux démons. L'enjeu est colossal. Le Burkina Faso a le potentiel de devenir le symbole africain d'une souveraineté retrouvée, ou bien le récit d'un rêve étouffé par la brutalité du système mondial. Réussir là où tant d'autres ont échoué, c'est la promesse et le risque de cette révolution silencieuse. Désormais, la question n'est plus seulement burkinabé. Pour toute l'Afrique, l'heure du choix approche. Chaque nation devra décider, apprendre de cette expérience, oser l'imiter ou détourner le regard. De quel côté chacun veut-il écrire son avenir? Mais derrière ces bouleversements, une autre bataille s'annonce, celle des alliances, des pressions et des ambitions internationales. Qui, vraiment, contrôlera demain l'or africain? Quelles seront les prochaines étapes pour consolider cette rupture et éviter les pièges classiques? Le Burkina Faso se trouve à un tournant historique. Après le coup d'éclat, vient l'épreuve du concret. Transformer l'audace en avancée tangible, durable. C'est ici que commence la véritable bataille. Premier impératif, préserver la stabilité politique et sociale. Cela exige un réinvestissement intelligent des revenus issus des ressources nationales, non seulement dans les routes et les hôpitaux, mais surtout dans l'éducation et la cohésion du peuple. Les citoyens doivent ressentir que la souveraineté minière se traduit dans leur vie quotidienne, sinon la confiance s'érodera rapidement. Deuxième clé, diversifier l'économie. L'or ne doit plus être l'unique pilier du développement. Le Burkina Faso dispose d'un immense potentiel agricole, encore sous-exploité, et peut investir dans des filières industrielles émergentes ainsi que dans le numérique. Soutenir la production locale, miser sur la transformation sur place, encourager l'innovation. Autant de leviers pour créer des milliers d'emplois et réduire la dépendance aux exportations brutes. Troisièmement, la réussite dépendra de la transparence. Il faut renforcer les institutions, instaurer des mécanismes stricts de contrôle, lutter sans relâche contre la corruption. Ces garanties sont indispensables pour restaurer la confiance, aussi bien à l'intérieur du pays qu'auprès des partenaires africains et internationaux. Un autre axe, amplifier la diplomatie économique sur le continent. Forger des partenariats équitables avec d'autres nations africaines, partager expériences et stratégies, négocier des accords où l'intérêt africain prime. Cette coopération sud-sud peut faire émerger une nouvelle dynamique collective, capable de peser enfin sur la scène mondiale. Mais l'avenir joue surtout sur la jeunesse. Il faut investir massivement dans la formation, encourager l'entrepreneuriat, soutenir les idées neuves et ouvrir des voies vers l'autonomie professionnelle. Un peuple instruit, confiant et uni pourra transformer le sursaut économique en révolution sociale. Attention toutefois, le danger de l'échec plane. Sans cohérence ni constance, le rêve de souveraineté risque de s'écrouler, remplacé par d'anciennes dépendances et de nouvelles désillusions. L'histoire africaine regorge d'exemples où l'élan s'est brisé faute de fondations solides. C'est en bâtissant patiemment, en gardant le cap et en associant chaque citoyen que le Burkina Faso pourra transformer l'essai. Un modèle déjà observé de près par d'autres pays africains, eux aussi décidés à reprendre le contrôle de leur destin. Mais la route vers une véritable souveraineté économique reste semée d'obstacles. Quel choix stratégique s'impose pour que cette rupture ne devienne pas un simple feu de paille? Le vrai bouleversement n'est pas dans l'or, mais dans le courage de choisir une nouvelle voie. Aujourd'hui, c'est à chacun de croire en la renaissance africaine. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse un seul pays, dépasse même l'Afrique. C'est un signal adressé au monde. L'Afrique n'est plus seulement un terrain de richesse à exploiter, mais une force capable de décider pour elle-même. Trop longtemps, d'autres ont dicté les règles, imposant leurs limites, leurs peurs et leurs intérêts. En révoquant tous les permis miniers étrangers, sans aucune compensation, le Burkina Faso n'a pas seulement repris ses mines. Il a brisé un schéma vieux de plusieurs décennies, celui où la peur de l'isolement ou du manque empêchait d'agir. Désormais, le message est limpide. Même l'un des pays les plus pauvres peut refuser de rester prisonnier d'un système injuste s'il ose l'audace. Les experts occidentaux prédisent la catastrophe, brandissent la menace de l'effondrement, du repli, de la pauvreté accrue. Mais l'histoire ne retient que ceux qui ont osé dire non à l'injustice. À seulement 34 ans,
Ibrahim Traoré a posé ce geste radical. Il a rendu l'or à son peuple, mais surtout, il a rendu la dignité à une nation trop longtemps pillée. Ce geste n'est pas réservé à un héros solitaire. Il s'adresse à chaque pays africain, à chaque citoyen, invite à repenser la place de l'Afrique. Refuser ce débat, c'est accepter de rester spectateur de son propre avenir. La souveraineté ne se construit pas par des discours, mais par des actes. Il faut du courage, une vision et la volonté d'affronter les tempêtes. Le Burkina Faso le prouve. La vraie richesse ne réside pas dans l'or, mais dans la capacité à se le réapproprier, à l'utiliser pour le bien de tous. C'est cette audace qui brise les chaînes de la pauvreté imposée et fait naître un espoir partagé. Le choix est devant nous. Continuer à remettre nos richesses, nos voix, notre avenir entre les mains d'autres, ou, comme le Burkina Faso, décider que le temps est venu de reprendre le contrôle. Rien n'est écrit d'avance. Les risques sont réels, mais renoncer à tenter, ce serait le plus grand danger. L'avenir de l'Afrique ne se joue ni à New York, ni à Londres, mais dans les villages, les mines, et dans la capacité de ces peuples à rêver, à s'unir, à agir. La vraie souveraineté commence ici, et c'est à vous, maintenant, de choisir le continent sur lequel vous voulez vivre. Mais pour mesurer pleinement la portée de cette décision, il faut plonger dans l'histoire des ressources africaines et se rappeler d'autres épisodes où des nations ont tenté de rompre avec l'ordre mondial. Prenons le cas du Ghana dans les années 60. Sous la houlette de Kwame Nkrumah, le pays a tenté de reprendre la main sur son cacao, son or et ses ressources. Mais l'embargo économique, les coups d'État orchestrés de l'extérieur et l'absence de diversification ont fini par affaiblir ses ambitions. Pourtant, le Ghana a servi d'exemple, semant les graines d'une conscience panafricaine. Plus récemment, la nationalisation des mines en Afrique du Sud au début des années 2000 a montré que la souveraineté sur les ressources exige une gestion rigoureuse et une planification à long terme. Si certains progrès sociaux ont été réalisés, l'État sud-africain a aussi dû lutter contre la corruption et la fuite des capitaux. C'est un rappel que la souveraineté économique ne se décrète pas, elle se construit patiemment, pas à pas. Dans le cas du Burkina Faso, la stratégie doit donc éviter les erreurs du passé. Pour éviter l'effondrement, il est crucial de mettre en place des institutions fortes, de former une nouvelle génération de gestionnaires et d'ingénieurs capables d'exploiter les mines avec efficacité et intégrité. Il ne suffit pas de chasser les multinationales, il faut aussi bâtir un secteur minier national, capable de rivaliser avec les meilleurs standards internationaux. Concrètement, cela passe par la création d'une école des mines nationales, où les jeunes Burkinabés peuvent apprendre les métiers de la géologie, de l'extraction, de la transformation et de la gestion environnementale. Cela exige aussi la mise en place de laboratoires d'innovation, où l'on développe des techniques d'extraction écologique, limitant la pollution des nappes phréatiques et la destruction des terres agricoles. En parallèle, il faut renforcer la chaîne de valeur locale, transformer une part croissante de l'or extrait sur place, développer la joaillerie nationale, promouvoir la fonderie locale. Imaginons un Burkina Faso où, dans chaque ville, un artisanat d'orfèvrerie fleurit, créant des milliers d'emplois et valorisant la culture nationale. L'exemple du Botswana, qui a su tirer profit de ses diamants en imposant la transformation locale et une redistribution équitable des revenus, prouve que les pays africains peuvent réussir ce pari. Grâce à une gestion transparente et la négociation de contrats équilibrés, le Botswana affiche aujourd'hui l'un des indices de développement humain les plus élevés du continent. Ce modèle peut inspirer le Burkina Faso, à condition d'adapter les leçons à la réalité burkinabé. Autre enjeu, la lutte contre la corruption. Pour garantir que les richesses profitent vraiment à la population, le Burkina Faso doit instaurer un système d'audit public des revenus miniers. Chaque année, un rapport détaillé, accessible à tous, doit rendre compte de l'utilisation des fonds issus de l'or. Les citoyens, réunis en comités locaux, pourraient participer à la surveillance des projets financés grâce aux ressources minières. Prenons un exemple concret. Si une nouvelle école est financée avec l'argent de l'or, les habitants du quartier peuvent suivre le chantier, vérifier la qualité des travaux et signaler les retards ou les malversations.
Cette transparence participative, déjà expérimentée au Sénégal pour la gestion des fonds issus du pétrole, a permis de réduire les détournements et d'accroître la confiance populaire. Et puis, il y a la question de la diplomatie régionale. Le Burkina Faso ne peut pas réussir seul. Il doit s'allier avec des voisins partageant la même ambition afin de négocier ensemble de nouveaux accords commerciaux. Par exemple, une alliance de producteurs d'or ou de ressources stratégiques permettrait de peser sur les marchés, d'imposer des prix justes et de résister à la pression des acheteurs étrangers. Dans cette optique, l'Alliance des États du Sahel pourrait évoluer vers une communauté économique intégrée, avec des infrastructures partagées, des politiques de fiscalité harmonisées et une vision commune du développement. Cela passe par la mise en place de corridors miniers, reliant les sites d'extraction du Burkina, du Mali et du Niger à des ports en eau profonde sur la côte atlantique, pour contourner les blocages logistiques et réduire la dépendance vis-à-vis des pays voisins moins coopératifs. Il est aussi essentiel de penser à la sécurité. La richesse minière attire convoitise et déstabilisation. Le renforcement des forces de sécurité dédiées à la protection des sites miniers, la formation de brigades spécialisées dans la lutte contre la contrebande d'or et la coopération avec les armées voisines sont indispensables pour garantir la stabilité du secteur. L'expérience d'autres pays miniers montre que négliger la sécurité peut coûter cher. Au Congo, les mines d'or ont attiré groupes armés et trafiquants, privant l'État de ressources essentielles. Le Burkina Faso doit tirer les leçons de ces drames et investir dans la prévention, la surveillance et la justice pour éviter que l'or n'alimente les conflits. Enfin, il ne faut pas oublier l'environnement. L'orpaillage artisanal, souvent pratiqué dans des conditions précaires, peut dévaster les sols et contaminer les rivières au mercure. L'État doit encadrer ces activités, proposer des alternatives écologiques et soutenir la reconversion des orpailleurs vers d'autres métiers. Des campagnes d'éducation environnementale, des programmes de reboisement autour des sites miniers et des incitations à la réhabilitation des terres dégradées sont autant de mesures pour préserver le patrimoine naturel du pays. Pour illustrer, prenons l'exemple du Pérou, où l'orpaillage sauvage a transformé des milliers d'hectares de forêt en terres stériles. Pour éviter ce scénario, le Burkina Faso peut s'inspirer de la Mongolie, qui a mis en place des coopératives d'orpailleurs avec des normes strictes, garantissant à la fois revenus et respect de l'écosystème. Alors, comment chaque citoyen peut-il contribuer à cette transformation? Premièrement, en s'informant et en participant au débat public sur l'utilisation des ressources. Deuxièmement, en soutenant les initiatives locales de développement, qu'il s'agisse de coopératives agricoles, de groupements d'artisans ou d'associations pour la scolarisation des enfants. Troisièmement, en exigeant de leurs élus la transparence et la reddition de comptes sur les revenus miniers. Imaginons un Burkina Faso où chaque village dispose d'un centre communautaire construit grâce au fonds de l'or, où l'on apprend à lire, à coder, à créer des entreprises. Un pays où les jeunes diplômés lancent des start-up dans l'agro-industrie, la fintech, ou la transformation du coton et du sésame, créant des milliers d'emplois et diversifiant l'économie. Pour accompagner cette dynamique, l'État pourrait instaurer un fonds pour l'innovation minière, alimenté par une part des revenus de l'or. Ce fonds financerait les projets portés par les jeunes, les femmes, les communautés rurales, favorisant l'émergence d'un tissu économique endogène et résilient. En parallèle, il est crucial d'anticiper les attaques médiatiques et les pressions internationales. Déjà, certains experts étrangers prédisent que le Burkina Faso va sombrer dans le chaos, que les investisseurs vont fuir, que les prix de l'or vont s'effondrer. Pour contrer ces discours, le pays doit se doter d'une stratégie de communication ambitieuse, valorisant ses succès, ses innovations, et mobilisant la diaspora pour défendre la cause nationale sur la scène internationale. L'exemple du Venezuela, qui a subi un isolement brutal après la nationalisation de son pétrole, montre l'importance de maintenir des canaux de dialogue ouverts, de diversifier ses partenaires économiques et de ne jamais rompre totalement avec les institutions financières mondiales. Le Burkina Faso doit cultiver une diplomatie agile, capable de négocier à la fois avec les puissances traditionnelles et les nouveaux acteurs émergents, comme la Chine, l'Inde ou la Turquie. Enfin, il faut préparer la relève.
Ibrahim Traoré n'est qu'un homme. Pour que son geste devienne une révolution durable, il faut former une génération de cadres, d'ingénieurs, de fonctionnaires et d'élus capables de porter la vision de souveraineté sur le long terme. Cela passe par l'investissement massif dans l'éducation, la création de bourses, la valorisation des talents locaux et la lutte contre la fuite des cerveaux. À long terme, si le Burkina Faso parvient à transformer l'or en développement partagé, il deviendra un modèle pour l'Afrique tout entière. D'autres pays, du Tchad à la Guinée, du Sénégal à la République centrafricaine, pourraient suivre la même voie, bâtissant une Afrique nouvelle, maîtresse de ses ressources et de son destin. Mais si le pari échoue, si la corruption réapparaît, si l'économie s'effondre, ce sera un avertissement pour des générations. La souveraineté ne se gagne pas en un jour, et les chaînes de la dépendance sont plus solides qu'on ne le croit. La leçon est claire, il n'y a pas de solution miracle. Seule la détermination collective, l'engagement des citoyens, la rigueur dans la gestion et la solidarité régionale peuvent faire de l'or du Burkina Faso une source de prospérité partagée et non une malédiction. Nous sommes à la croisée des chemins. L'Afrique regarde, le monde observe. L'histoire n'attend que d'être écrite, par des actes, des choix, des sacrifices et des rêves. La révolution silencieuse initiée au Burkina Faso inspire, inquiète, questionne et force chacun à prendre position. Le temps des spectateurs est révolu. Il appartient à chaque Burkinabé, à chaque Africain, à chaque citoyen du monde, de décider si l'or restera le symbole d'une richesse perdue ou deviendra la clé d'une renaissance collective. Ainsi se clôt le chapitre d'un pari risqué, mais ouvert sur 1000 possibles. L'or du Burkina Faso appartient désormais à une nation en éveil. Sera-t-il la lumière qui guide vers la prospérité ou l'éclat trompeur d'un mirage? L'avenir, plus que jamais, est entre les mains de celles et ceux qui osent rêver, agir et bâtir, ensemble, une histoire nouvelle.